En un clin d'œil, une vie pleine d'aventures, offrant une histoire haute en couleurs faites d'expérience, de famille et d'amour, peut soudainement prendre une teinte plus sombre de gris. Chaque jour qui passe, l'absence de l'être le plus cher jette une obscurité étouffante, jusqu'à ce que la lumière de l'espoir disparaisse pour de bon, laissant des questions là où il aurait dû y avoir des personnes. Numéro 20. Le 27 février 1989, les employés arrivant dans une entreprise de cadres photo à Norcross, en Géorgie, ont trouvé leur bâtiment inondé par le système de gicleurs qui avait été déclenché par un incendie au poste de travail de la programmeuse informatique Lisa Geisel. La jeune femme de 26 ans avait travaillé seule la veille. La zone était calcinée et une découverte sinistre a été faite. Un liquide vital s'accumulait près du bureau de Lisa, mais il avait été dilué et altéré par les gicleurs. Et Lisa était portée disparue. La police enquêtant sur les lieux a trouvé une cale de porte de 10 livres recouverte d'un liquide rouge altéré dans un bois voisin, considéré comme une arme potentielle. Le sac à main de Lisa, sans ses clés de voiture, a été retrouvé sur un toit voisin après que le beeper ait sonné. Sa Nissan Pulsar de 1983 a été retrouvée à un pâté de maison de là. Les enquêteurs ont aussi trouvé des tentatives de suppression de données sur l'ordinateur de l'entreprise. Un liquide vital étalé sur un véhicule de l'entreprise et un chariot à courrier en toile tachée de rouge. Malgré les preuves, Lisa et son corps n'ont pas pu être retrouvés. Les détectives se sont concentrés sur un employé récemment licencié qui avait falsifié son CV et était en probation pour détournement de fonds. On suppose qu'il est entré pour effacer des fichiers et qu'il est tombé par hasard sur Lisa, que la police pense avoir été tué puis déplacé. Des tests au luminol sur la BMW du suspect ont révélé des traces, mais les résultats étaient incertains. Des années plus tard, l'épouse du suspect a suggéré que Lisa avait été jetée dans l'un des puits de leur propriété, mais une fouille n'a rien donné. L'affaire de Lisa Geisel reste non résolue. Personne n'a été arrêté et sa famille pense qu'elle ne serait pas partie avant son mariage prévu, qui devait avoir lieu dans seulement quelques semaines. Numéro 19. La plupart d'entre nous connaissent le terme « Big Brother », une expression qui a été inventée pour la première fois dans le roman d'anticipation dystopique 1984, écrit par George Orwell en 1948, et qui est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Dans le livre, Orwell décrit un avenir dans lequel le monde entier est gouverné par un seul gouvernement. C'est une ère d'oppression durant laquelle la population est forcée d'obéir aux ordres, sous peine d'être envoyée dans une pièce secrète, la chambre sans teint d'où ils ressortent, brisés spirituellement et psychologiquement. L'aspect le plus mémorable du livre est que tout le monde est constamment surveillé, et qu'un faux pas ou un acte de rébellion est puni avec une extrême sévérité. Dans le monde réel, beaucoup craignent que cela devienne réalité car les caméras de surveillance sont omniprésentes. Il a aussi été prouvé que les gouvernements espionnent leurs citoyens. Un bon exemple de cela, c'est lorsque quelqu'un parle d'acheter un nouveau produit avec un de ses amis, verbalement ou en face à face, pour ensuite recevoir des publicités pour ce même produit quelques minutes plus tard sur l'un de ses appareils intelligents. Grâce aux lanceurs d'alerte, il a aussi été prouvé que des agences comme la NSA écoutent les appels téléphoniques depuis longtemps, malgré leurs affirmations contraires sur le respect de la vie privée. Cela entraîne plus de paranoïa chez le public, surtout car la plupart d'entre nous ont besoin de téléphones et d'ordinateurs pour travailler et rester en contact avec leurs proches. Les théories du complot à ce sujet ont commencé à se multiplier au début des années 2000 lorsqu'il a été annoncé que la télévision analogique serait progressivement abandonnée et remplacée par la télévision numérique. Le premier pays à se conformer à ce changement fut l'Allemagne, lorsque tous les signaux analogiques terrestres ont été coupés dans ce pays en 2003. Le gouvernement américain a décidé que les signaux analogiques seraient coupés en 2009 et la date limite internationale pour ce passage a été fixée à 2015. La raison de ce changement était de pouvoir réaffecter le spectre analogique. Il serait libéré pour permettre la diffusion des services 4G et 5G. Le passage au numérique offrirait aussi aux téléspectateurs une meilleure qualité d'image et de son pour leurs émissions préférées. De plus, la technologie numérique permettrait de diffuser beaucoup plus de chaînes en même temps, dans la même bande de fréquences. Pour beaucoup, c'était une nouvelle enthousiasmante car ils pourraient voir leurs émissions en haute résolution, mais certains n'approuvaient pas. Ils refusaient l'absence de choix et l'obligation de transition, ressentant qu'il se tramait quelque chose de plus sombre en coulisses.
Les théoriciens du complot ont commencé à faire des déclarations extravagantes, et beaucoup de gens ont commencé à être d'accord avec eux. Ils redoutaient que les nouveaux téléviseurs numériques requis pour regarder la télévision contiennent des caméras cachées surveillant nos faits et gestes à domicile ou au bureau. Hôpitaux, bâtiments gouvernementaux et lieux publics comme bars et restaurants n'étaient pas épargnés. Au moment où la transition serait terminée, pratiquement le monde entier serait sous surveillance 24 heures sur 24 et la vie privée n'existerait plus du tout. Ces informations pourraient alors être utilisées à de nombreuses fins, comme la publicité et l'espionnage général. Bien que la plupart des gens aient aujourd'hui des téléviseurs numériques, beaucoup ne se sentent toujours pas à l'aise chez eux, car ils ont l'impression d'être constamment surveillés par Big Brother. Numéro 18. Le parc national de New River Gorge abrite une rivière d'eau vive accidentée qui traverse les profonds canyons de la gorge. Malgré son nom, la New River est en fait l'une des plus vieilles du continent. Le parc s'étend sur plus de 70 000 acres et offre de nombreux paysages magnifiques. Bien que magnifique, ce parc, comme beaucoup d'autres, est dangereux et impitoyable. Plusieurs disparitions ont eu lieu ici au fil des années, et c'est précisément vers cette destination que Jasmine Michelle Cruz a été vue pour la dernière fois, en train de courir avant de disparaître dans l'oubli. Jasmine Michelle Cruz, âgée de 30 ans, rendait visite à sa mère le 1er avril 2016. La résidence se trouvait dans le secteur du Milcent de Boonesboro Road à Deepwater, en Virginie-Occidentale, à seulement 25 miles du parc national de New River Gorge. Ce jour-là, la visite amicale entre la mère et sa fille a rapidement mal tourné et une dispute a éclaté dans la maison. Il n'a jamais été précisé exactement sur quoi portait le désaccord, mais cela a suffi à pousser la femme à s'enfuir dans les bois en direction de la réserve. Ce fut la dernière fois que quelqu'un voyait ou entendait parler de Jasmine. Après que la disparition de la femme ait été signalée à la police, une enquête a été lancée, mais ils ont rapidement conclu qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans cette affaire. Jasmine était adulte et libre de partir quand elle voulait. Ainsi, les autorités n'ont pas classé son dossier comme disparition ou personne en danger. Mais en mai, sans aucune trace d'elle, la police a décidé qu'une enquête plus approfondie était justifiée. Ils ont alors commencé à enquêter sur l'affaire, envisageant qu'un acte criminel ait pu être impliqué. Le 18 mai, les agents du comté de Fayette ont passé la journée à rechercher Jasmine sur les berges et autour des maisons dans le secteur où elle a été vue pour la dernière fois. Les agents ont été aidés par les unités canines du groupe de recherche et sauvetage de Virginie-Occidentale. Malgré des recherches poussées, aucun indice n'a révélé où se trouvait la femme disparue, ni ce qui lui était arrivé. Il a été établi que Jasmine n'a aucun trouble mental ou physique, la rendant dangereuse pour elle-même ou autrui. Étant donné la proximité du parc national de New River Gorge, les autorités pensent qu'elle pourrait s'être perdue dans la réserve. Mais aucune recherche dans cette vaste zone n'a été effectuée, et l'affaire reste frustrante et non résolue. Numéro 17. Les gens sont fascinés par le ciel nocturne depuis des siècles, et les érudits étudient les étoiles depuis très longtemps. Depuis, nous avons beaucoup appris sur notre système solaire, et ceux situés à des millions d'années-lumière. Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne nous sont connues depuis la préhistoire, et cela parce qu'elles sont visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne. D'autres planètes restent plus difficiles à observer. Les premières découvertes faites à l'aide d'un télescope ont eu lieu en 1781 lorsque William Herschel a identifié Uranus. Et en 1848, Johann Gall a découvert Neptune après avoir étudié les travaux d'Urbain Le Verrier et de John Couch Adams. Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, a été découvert en 1930 par Clyde Tombaugh et il a maintenant été reclassé comme planète naine. Depuis lors, nous avons étudié autant que possible le cosmos, mais certains théoriciens du complot, dont l'un est un astronome bien connu, pensent que nous nous sommes trompés sur un aspect particulier et important de notre propre galaxie. L'astronome Paul Cox a fait des déclarations controversées au sujet de notre Soleil, et il pense que la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, est derrière tout cela. Bien que la plupart des gens aient rejeté ces affirmations étranges, d'autres l'ont pris au mot, probablement en raison de ses qualifications en tant qu'astronome respecté. Cox a fait ces déclarations controversées en juin 2016, alors qu'il présentait une émission en direct de 8 heures, au cours de laquelle il discutait des transits de la planète Mercure devant le Soleil. L'émission a été diffusée sur le site web SLU, mais elle a pris une tournure que personne n'avait prévue. En parlant de la position actuelle de Mercure sur son écran, il a soudainement déclaré «
Vous vous demandez peut-être, c'est quoi cette grosse chose ronde juste à côté du Soleil? Il a ensuite mentionné avec désinvolture que les spectateurs étaient en train de regarder le deuxième Soleil de la Terre et a plaisanté en disant que la plupart des gens ne savaient probablement pas qu'il existait. Les spectateurs ont été immédiatement surpris par cette déclaration controversée, certains pensant d'abord que Cox plaisantait, mais il est vite devenu évident qu'il était très sérieux à ce sujet. Il a poursuivi en expliquant que ce deuxième Soleil est généralement caché à la vue du public par plusieurs agences, dont la NASA, mais il n'a pas révélé le nom des autres agences impliquées dans ce complot inquiétant. Comme prévu, ces déclarations ont aussitôt provoqué un émoi sur Internet. Les blogueurs conspirationnistes ont publié sur le deuxième Soleil caché depuis des décennies, tandis que d'autres ont diffusé sur les réseaux sociaux que le gouvernement nous mentait depuis toujours. Le problème avec cette théorie du complot, c'est qu'elle a été avancée par quelqu'un qui, jusqu'à ce moment-là, était respecté dans son domaine et qui avait mené beaucoup de ses propres recherches au cours de sa carrière. Ainsi, les théoriciens du complot ont rapidement profité de l'occasion pour inonder Internet de nouvelles sur cette prétendue tromperie. Les collègues astronomes de Cox ont rapidement fait remarquer que l'objet qu'il montrait lorsqu'il a fait ses commentaires était en réalité la planète Mercure, dont il parlait depuis le début. Ces affirmations ont été rejetées aussi bien par d'autres astronomes que par des experts qui ont assuré au public que nous n'avons qu'un seul Soleil et qu'aucun corps céleste de ce genre ne nous est caché. Numéro 16. Agibro, un citoyen de Homer, en Louisiane, était un membre apprécié de sa communauté. Depuis 30 ans, il était vendeur dans le magasin de vêtements local. Il était divorcé et avait 3 filles. AJ avait aussi eu quelques démêlés malheureux, notamment avec l'alcool. Après avoir atteint un point de rupture en 1983, il a décidé que c'en était assez. L'homme a cherché de l'aide et en 1991, il était sobre depuis 8 ans. Ayant appris de ses erreurs, cet homme de 50 ans aidait activement ceux confrontés au même problème. Il serait nommé secrétaire des réunions locales des alcooliques anonymes, dans l'espoir d'aider à changer la vie d'autres personnes qui risquèrent de subir le même sort. Les efforts d'AJ, cependant, s'arrêtèrent brusquement en août lorsqu'il disparut mystérieusement, sans laisser aucune indication sur son sort. C'était le 28 lorsqu'il quitta une réunion habituelle des AA, puis traversa la rue pour aller dans une supérette acheter du lait. Il laissa sa voiture, une Ford Tempo, sur le parking du parc Jim Bowie, où se tenaient les réunions. On ne sait pas si AJ est entré dans le magasin ou s'il y a fait des achats. On ignore s'il a disparu avant d'entrer à l'intérieur ou s'il a disparu après. À l'époque, AJ vivait avec l'une de ses filles, et lorsqu'il n'est pas rentré ce soir-là, elle l'a signalé comme disparu dès le lendemain. Il a fallu une journée entière avant que les enquêteurs ne retrouvent la Tempo, abandonnée près du club Easy Does It. Le véhicule était verrouillé et beaucoup de ses effets personnels avaient été laissés à l'intérieur, y compris un portefeuille, un chéquier et une sacoche bancaire contenant 165 $, les clés de la voiture et une brique de lait manquaient sur les lieux. Le réservoir était vide alors qu'il avait fait le plein quelques heures plus tôt. La nouvelle de la disparition de ce citoyen exemplaire de Homer s'est vite répandue dans la communauté. Et rapidement, des témoignages sporadiques ont afflué. Le 30 août, le même jour où le véhicule a été retrouvé, Kenneth Pellegrin, un ami de longue date, a indiqué avoir croisé AJ. Il a dit que l'homme disparu utilisait une cabine téléphonique devant un magasin. Kenneth l'a décrit comme étant débraillé et pas aussi sociable que d'habitude. Il a également remarqué qu'AJ était surveillé par 3 hommes dans une petite voiture rouge. L'ami a également trouvé sa tenue étrange et inhabituelle pour lui. Il portait une chemise en flanelle, un pantalon large et de vieilles baskets qui ne semblaient pas lui appartenir. AJ portait une chemise blanche et une cravate le soir de sa disparition initiale. Après être entré dans le magasin puis ressorti, Kenneth découvrit que son ami et la voiture rouge avaient disparu. Plus tard dans la journée, une autre connaissance aurait aperçu AJ et l'inquiétante voiture rouge. Elle roulait sur une route rurale à 13 km de Homer. Le témoignage suivant allait révéler des informations plus sinistres. Il aurait vu 3 hommes forcer un individu non identifié à monter dans une voiture blanche au parc Jim Bowie, l'endroit exact où la Tempo avait été retrouvée. L'affaire allait alors prendre une tournure vraiment tordue lorsqu'une note arriva au poste de police, suggérant que AJ était ivre le soir de sa disparition et qu'il s'était infligé lui-même une blessure à l'estomac. La note indiquait qu'il avait été mis dans un sac en coton et roulé par-dessus la berge du bayou près du barrage.
Le barrage mentionné était près du parc. Les détectives ont mené une recherche approfondie sans rien trouver et ont conclu que la lettre était une mauvaise blague. Le prochain signalement possible, concernant l'homme disparu, date du 24 septembre. Une habitante de Lockport, Christy Bourdreau, a vu une camionnette s'arrêter près de chez elle. Un homme négligé est sorti en titubant, sentant apparemment l'alcool. L'homme s'est approché et lui a proposé d'acheter un sac de poissons surgelés. Elle a refusé et l'homme est parti. Christy a cru le reconnaître et a pensé que c'était peut-être AJ. Après qu'on lui ait montré une ancienne photo d'identité judiciaire d'AJ prise à l'époque où il buvait, Christy était certaine que l'homme qu'elle avait vu était bien celui qu'il recherchait. Mais malgré ces signalements, AJ restait désespérément introuvable. Les véhicules avec lesquels il avait été vu n'ont jamais été retrouvés et les hommes mystérieux n'ont jamais été identifiés. Numéro 15. Au cours des années 1920, le Parti nationaliste chinois a suggéré qu'un immense barrage soit construit sur le fleuve Yangtze. L'idée derrière ce projet, aujourd'hui connu sous le nom de projet de conservation de l'eau des trois gorges du Yangtze, a été mise en attente pendant quelques années jusqu'en 1953, lorsqu'il a été décidé qu'une étude de faisabilité devait être menée et qu'un site devait être sélectionné. L'une des principales raisons de sa construction était de contrôler les inondations désastreuses qui s'étaient produites lorsque le fleuve avait débordé. Mais cela permettrait également de rendre possible le commerce intérieur. Et il pourrait être utilisé pour produire de l'électricité pour plusieurs régions du pays. Beaucoup ont soutenu le projet, mais certains pensaient que c'était une mauvaise idée. Ils craignaient que le barrage ne s'effondre et que plus de 1,3 million de personnes ne perdent leur maison et peut-être même leur vie. Si cela devait arriver, de nombreux sites culturels emblématiques seraient complètement détruits. Des sites archéologiques seraient perdus et les personnes vivant le long du fleuve se retrouveraient démunies. Il y avait aussi la théorie selon laquelle contenir une quantité d'eau aussi massive, environ 42 milliards de tonnes, nuirait à la planète. Les détracteurs affirmaient que l'eau provoquerait un déplacement anormal de la Terre, ce qui entraînerait des catastrophes naturelles, principalement des tremblements de terre et des glissements de terrain dans le monde entier, causant la mort de nombreuses personnes ou forçant beaucoup d'autres à quitter leur foyer. On a alors proposé de construire une série de barrages. Ils seraient ni plus petits, plus faciles à gérer et contiendraient en moins d'eau que le projet proposé. Ils produiraient autant d'électricité que le barrage et maîtriseraient aussi bien les inondations. Mais leurs préoccupations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Néanmoins, leurs craintes ont entraîné un retard de 40 ans dans la construction du barrage, qui a finalement commencé en 1994. Mais même à ce moment-là, le projet n'était pas sans problème. Quand les fonds ont manqué, le gouvernement chinois a sollicité un prêt à la Banque mondiale, qui a refusé par crainte d'impacts environnementaux du barrage. La première phase de la construction a été achevée en 1997 et en 2003, le réservoir a commencé à se remplir. Cela a entraîné la perte définitive de pas moins de 1200 sites archéologiques importants. Le mur principal du barrage a été achevé en 2006 et 10 ans plus tard. Le projet a été mené à bien avec succès. En 2024, une rumeur virale a commencé à circuler, affirmant que l'eau du barrage des Trois Gorges avait ralenti la rotation de la Terre. Cette affirmation a été examinée et jugée vraie, mais il a été découvert que le changement de rotation était négligeable puisque la Terre tournait seulement environ 0,06 microsecondes plus lentement que la normale. Ce fut un grand soulagement pour des millions de personnes dans le monde. Comme souvent, de nombreux complotistes ont rejeté ces données et commencé à faire des affirmations extravagantes sur ce qui se passait réellement selon eux. Ils ont affirmé que l'énorme quantité d'eau déséquilibrant la rotation de la Terre commençait à influer sur les régimes météorologiques. Ils pensaient aussi que cela avait causé certains des récents séismes et catastrophes naturelles. Cependant, ils n'ont fourni aucune preuve pour étayer cette théorie. La NASA a souligné que la rotation de la Terre fluctue de toute façon et que toute crainte selon laquelle notre planète serait négativement affectée par le barrage des Trois Gorges doit être rejetée comme une théorie marginale et rien de plus. Numéro 14. Le nom Lloyd Lionel Gaines n'est peut-être pas très connu, mais 3 mois avant sa disparition, il était une figure importante. Lloyd avait gagné devant la Cour suprême des États-Unis, obligeant le Missouri à l'admettre en faculté de droit ou à créer une école séparée mais égale pour les Afro-Américains. C'est son combat juridique de 3 ans qui allait finalement ouvrir la voie à la déségrégation des universités à l'échelle nationale, et il a pu réaliser son rêve de devenir avocat. Malheureusement, juste après que l'affaire ait été tranchée en sa faveur, le rêve de Lloyd allait se transformer en cauchemar.
C'était un soir pluvieux de mars 1939 lorsqu'il a quitté son domicile à Saint-Louis et a dit au portier qu'il sortait simplement faire une course rapide pour acheter des timbres. Il ne rentra jamais de cette course et on n'eut plus aucune nouvelle de lui. Lloyd étant solitaire, il fallut plusieurs jours avant que sa disparition ne soit remarquée, puis 7 mois avant que cela soit rendu public. Les journaux nationaux ont publié sa photo, le présentant comme disparu. Cet effort n'a rien révélé et dans les mois suivants, des rumeurs ont circulé sur la disparition soudaine de Lloyd. Certains ont supposé qu'il avait été victime des ségrégationnistes qui lui avaient ôté la vie, tandis que d'autres suggéraient qu'il avait fui la région et vivait ailleurs. Des témoignages sporadiques situaient Lloyd à New York en tant qu'instituteur et à Mexico après qu'il aurait été soudoyé pour abandonner le procès qu'il menait. Aucune de ces affirmations n'a été corroborée. Étant donné l'époque à laquelle la disparition de Lloyd a eu lieu, la police n'a jamais enquêté dessus. Il n'est pas non plus clair si sa famille a signalé sa disparition à la police. La plupart de ses proches résidant toujours dans la région, attendant une avancée qui ne viendra peut-être jamais. En 1951, un journaliste nommé Edward T. Clayton a publié un article concernant l'affaire. Son rapport reste l'enquête la plus approfondie sur la disparition de Lloyd. Mais il n'a toujours pas pu confirmer de manière définitive ce qui est arrivé à l'activiste disparu. À présent, toute preuve a été effacée et l'affaire restera un autre mystère de disparition non résolu. Numéro 13. Les cours de géographie nous apprennent que les tremblements de terre résultent de la libération soudaine d'énergie le long des failles de la Terre, souvent dus au mouvement de ces plaques tectoniques. Mais il semble que même cette connaissance de base ne soit pas acceptable pour certains complotistes. L'un des détracteurs de cette connaissance est un religieux originaire d'Iran et il a provoqué pas mal de remous à travers le monde en 2010 lorsqu'il a fait des affirmations étranges et controversées sur ce phénomène naturel. Les tremblements de terre sont fréquents en Iran car ce pays en subit plus que la plupart des autres chaque année. Le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, a prédit qu'un tremblement de terre massif finirait par frapper la capitale, Téhéran. Et il a suggéré que les 12 millions d'habitants s'installent dans des zones plus sûres. C'est une affirmation ridicule car déplacer autant de personnes serait un cauchemar logistique et beaucoup refuseraient de quitter leur domicile à cause des peurs et des prédictions d'un seul homme. Mais comparée aux affirmations de Qassem Soleimani, celle d'Ahmadinejad semble presque plausible. Soleimani a provoqué l'indignation dans le monde entier après avoir suggéré que les tremblements de terre ne sont finalement pas des catastrophes naturelles, mais qu'ils sont causés par les femmes qui s'habillent de manière inappropriée. Il a également blâmé les femmes qui commettent l'adultère, celles qui, selon ses mots, corrompent leur chasteté, et les femmes qui égarent les hommes. Ces révélations étaient sans doute une réaction excessive au refus de nombreuses jeunes iraniennes de suivre les règles islamiques vestimentaires, qui leur imposent de ne montrer à un homme non apparenté que le visage, les mains et les pieds. Leurs cheveux, leur cou et le reste de leur corps doivent être couverts lorsqu'elles sont en public. Mais au fil des années, de plus en plus de femmes ont décidé d'aller à l'encontre de ces règles, ce qui a clairement suscité la colère de Sadiki. Lors d'un sermon, il a déclaré qu'une autorité divine lui avait dit que le pays subissait des calamités comme des tremblements de terre. Il a ajouté que ces catastrophes ne seraient évitées que si les femmes s'habillaient convenablement et retournaient à leurs racines religieuses. Il faut noter que ces femmes avaient choisi de porter des manteaux serrés et des foulards, laissant voir une partie de leurs cheveux, ce qui est interdit. Lorsqu'on lui a demandé quand ce tremblement de terre frapperait l'Iran, Sadiki a affirmé qu'il ne pouvait pas donner de date précise, mais il a réitéré que ce ne serait qu'une question de temps avant que la catastrophe ne survienne. Il a également suggéré que les habitants de Téhéran déménagent immédiatement, ou qu'au moins 5 millions de ces 12 millions de citoyens partent afin de minimiser le nombre de vies qui seraient perdues lorsque le séisme frapperait enfin. Le ministre du Bien-être a repris ses propos, affirmant que seule la prière et le repentir pouvaient éviter la catastrophe, et que les femmes concernées devaient demander pardon pour leurs transgressions. Les sismologues ont averti le gouvernement iranien qu'un séisme massif frappera tôt ou tard Téhéran, et certains ont suggéré que la capitale soit déplacée ailleurs afin de sauver le plus de vies possible. Sadiki pense que si les femmes de Téhéran ne choisissent pas de se repentir et d'abandonner leur comportement pécheur, elles seraient la cause d'une catastrophe sans précédent qui coûterait d'innombrables vies et plongerait le pays dans une crise financière dont il faudrait des décennies pour se remettre.
À la 12e place, Sherry Daherty est devenue un autre exemple d'une disparition inexplicable. Elle est née en juillet 1963 et a grandi à Paradise Valley, en Arizona. À l'âge de 28 ans, en 1991, elle vivait dans le nord-est de Phoenix. Elle vivait avec son petit ami dans le secteur du 6400 sur East Via Estrella. Et ils gagnaient tous les deux leur vie comme élagueurs. Cette façade pouvait faire croire à une vie heureuse, mais la réalité était tout autre. Quelque chose de sombre planait à l'intérieur de la maison. D'après tous les témoignages, Sherry gardait son apparence joyeuse malgré tout ce qu'elle vivait intérieurement. Mais cette personnalité rayonnante allait disparaître cette année-là lorsqu'un événement vraiment étrange a frappé Paradise Valley. Le 29 mars, Sherry a quitté son domicile pour se rendre au Paradise Valley Mall. Elle voulait acheter un maillot de bain et a demandé de l'argent à son petit ami. Il a accepté avec plaisir et elle est partie s'enfonçant dans la nuit à 20h. Elle ne fut jamais revue. Quelques jours plus tard, après de nombreux appels sans réponse, la famille de Sherry s'est inquiétée, découvrant qu'elle n'était jamais rentrée après être allée au centre commercial ce soir-là. Les proches ont d'abord mené les recherches eux-mêmes après avoir appris qu'elle était allée au centre commercial. Ils sont allés sur le parking de l'établissement pour découvrir l'El Camino vert abandonné de Sherry. Il avait été laissé sur le parking de Target. La famille a tout de suite remarqué des détails étranges autour de cette découverte. Le siège du conducteur était plus reculé que ce dont Sherry avait l'habitude. Elle mesurait 1,60 m et la position suggérait qu'une personne bien plus grande y était installée. Le portefeuille, le sac à main et les papiers d'identité de la femme disparue ont été retrouvés chez elle à East Villa Estrella. Les autorités découvriraient la disparition soudaine de Sherry et interrogeraient son petit ami. Il leur a parlé de ce départ soudain au centre commercial pour acheter un maillot de bain, sans expliquer comment la soirée en était arrivée là. Un maillot de bain n'était pas un article urgent et aurait pu attendre jusqu'au matin. En creusant, la police allait découvrir l'obscurité qui hantait la maison. Il s'est avéré que le couple avait un passé de disputes domestiques, le petit ami étant souvent considéré comme l'instigateur. Les détectives allaient rapidement tirer une conclusion et désigner Matthew Hitchels comme principal suspect dans l'affaire. Leurs soupçons augmentèrent après des révélations troublantes de témoins. Il se serait vanté auprès de plusieurs personnes d'avoir commis le crime parfait. Il aurait affirmé avoir tué Sherry et l'avoir jetée dans une déchiqueteuse à bois. Aucune preuve de cette allégation ne serait jamais trouvée et la police n'a pas pu confirmer si elle était même décédée. Rien ne semblait indiquer que c'était le cas. Un an plus tard, Hitchels a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. De nouveau en 1995 pour agression et infraction liées aux stupéfiants, encore pour la même raison en 1999 et en 2007. Pendant plusieurs années, l'affaire de Sherry Daherty est restée en sommeil jusqu'à une annonce inattendue en mars 2016. Qatar News a avancé que la police de Phoenix pourrait être sur le point de procéder à une arrestation dans cette affaire. Ils n'ont donné aucun détail supplémentaire, mais près d'une décennie plus tard, personne n'a encore été inculpé dans cette disparition. Numéro 11. Le projet Bluebeam, à ne pas confondre avec le projet Blue Book, qui était l'étude des observations d'OVNI, contient également des éléments liés aux extraterrestres. Mais selon les théoriciens du complot, il implique aussi la religion et un plan néfaste des gouvernements du monde. Cette théorie existe depuis les années 1990, lorsqu'un journaliste canadien nommé Sergei Monast l'a présentée au monde pour la première fois. Sans jamais révéler ses sources, il affirmait que la NASA menait une opération pour instaurer une religion New Age via des images holographiques et la manipulation de l'esprit public. Il affirmait que le projet comportait 4 étapes. La première consisterait en des tremblements de terre mondiaux, mais pas des séismes ordinaires. Ils seraient provoqués par les mêmes gouvernements dans un but très précis. Après les secousses, des archéologues feraient des découvertes révolutionnaires sous la terre récemment exposée. Elles remettraient en cause notre vision de la religion et de l'histoire, poussant beaucoup à suivre la nouvelle religion New Age, évoquée plus tôt. Par la suite, la technologie serait utilisée pour projeter des images holographiques de divinités dans le ciel, visibles de tous. Cela amènerait beaucoup de gens à croire qu'ils ont été témoins de quelque chose de profond et qu'ils doivent commencer à suivre cette nouvelle religion. L'étape suivante serait de faire croire aux gens qu'ils reçoivent des communications télépathiques.
Cela serait réalisé grâce à l'utilisation d'ondes à basse fréquence qui, selon Monast, créeraient l'illusion de voix qui leur parlerait dans leur esprit. Enfin, la quatrième étape impliquerait l'apparition d'une figure semblable à Jésus, un sauveur qui apparaîtrait soudainement sur Terre et qui convaincrait le monde entier d'adopter un gouvernement unique et une religion unique. À ce stade, beaucoup pensaient déjà que l'armée américaine avait créé une technologie holographique capable de tromper n'importe qui. Certains ont même suggéré que le ciel n'était qu'un immense écran et que ce que nous voyons au-dessus de nous n'était qu'une illusion. Monast a ajouté que la NASA utiliserait cette technologie pour simuler une fausse invasion extraterrestre de la Terre et que les gens seraient facilement trompés en croyant ce que leurs yeux voyaient. Même le décès de Monast est considéré comme suspect par les théoriciens du complot. Ces dossiers médicaux indiquent une crise cardiaque. Mais certains pensent que ces théories étaient vraies et qu'il a été réduit au silence par le gouvernement avant de révéler plus sur son plan. Avant qu'il ne révèle davantage de choses sur leur plan pour dominer le monde. Au fil des années, plusieurs autres agences, dont HAARP, SpaceX et d'autres, ont été incluses dans cette théorie en constante évolution. Et l'émergence de la technologie de l'IA n'a fait que renforcer leur conviction qu'on nous ment. Les experts ont facilement rejeté ces affirmations. Aucune preuve n'a jamais été présentée pour étayer ces affirmations, et il est généralement admis qu'ils ne faisaient que spéculer et présenter ces idées comme des faits. De plus, aucune technologie holographique telle que celle décrite dans sa théorie n'existe, puisqu'aucun gouvernement ne possède les moyens de projeter les vidéos d'une invasion extraterrestre au monde entier en même temps. Le dernier clou dans le cercueil de cette théorie est que la date de l'événement a été prédite plusieurs fois, mais aucune invasion extraterrestre n'a jamais eu lieu. Un nouvel ordre mondial n'a pas été établi, et nous sommes tous encore libres de suivre la religion de notre choix dans la plupart des pays. Numéro 10. En 1990, Doreen Marfeo, âgée de 34 ans et originaire de Johnston, Rhode Island, a quitté son emploi pour se concentrer sur son mariage avec Stephen, qu'il a soupçonné d'avoir une liaison. Doreen a disparu le 29 mars, le jour où elle n'a pas appelé sa mère. Stephen a dit avoir rendu visite à Doreen pendant une pause déjeuner exceptionnellement longue d'1 heure ce jour-là. À 16h, quand il est rentré, elle était déjà partie. Il a attendu 2 jours jusqu'au 31 mars pour signaler sa disparition. Stephen a affirmé qu'une valise, des vêtements et $600 avaient disparu, ce qui suggérait qu'elle était partie volontairement. Mais la police a remarqué que sa voiture, ses chats, ses bigoudis et sa brosse à dents étaient restés sur place et qu'aucun argent n'avait été retiré de leur compte commun. Les enquêteurs ne croyant pas qu'elle soit partie d'elle-même et se sont concentrés sur Stephen, qui a admis avoir engagé un détective privé en raison de ses soupçons qu'elle entretenait plusieurs liaisons, sans toutefois fournir de preuves. L'enquête a stagné, puis 2 mois plus tard, 2 notes dactylographiées sont apparues. L'une suggérait que Stephen était impliqué, affirmant que son corps se trouvait dans un étang de Providence, mais les recherches dans cette zone n'ont rien donné. La deuxième note dénonçait Doreen comme une femme infidèle en nommant des partenaires des présumés. Les 2 lettres ont été reliées à une machine à écrire chez la mère de Stephen, mais Stephen a ensuite refusé de coopérer et a engagé un avocat. Après cela, l'affaire est restée sans suite. Stephen est décédé 9 ans plus tard sans apporter de réponse. Il n'a jamais été inculpé et la disparition de Doreen Marfeo reste non résolue à ce jour. Numéro 9, Stonehenge reste l'un des monuments les plus mystérieux jamais découverts. Les premières mentions de ce monument remontent au XIIe siècle, mais les fouilles sur le site n'ont commencé pour la première fois que dans les années 1620. Le premier relevé du site a été réalisé par John Aubrey dans les années 1660, et il a suggéré que les trous d'Aubrey, qui portent son nom, servaient autrefois de temple druidique dans l'Antiquité. Au XVIIIe siècle, le monument a été étudié par William Stukeley, et il a finalement été déterminé que Stonehenge remontait à l'âge du bronze. En 1882, il a été déclaré monument ancien classé. Et bien qu'une quantité massive de recherches ait été menée sur le site, situé dans la plaine de Salisbury dans le Wiltshire en Angleterre, de nombreuses questions subsistent encore à propos de cette structure étrange et énigmatique. Notons que la construction de Stonehenge a commencé il y a environ 5000 ans, mais ses bâtisseurs n'ont jamais laissé d'indication sur qui ils étaient ou sur l'usage qu'ils comptaient faire de cet espace. Aucun document sur sa construction n'a été retrouvé, d'où de nombreuses théories sur son but et ses bâtisseurs.
L'une des premières et des plus extravagantes théories suggère que les énormes pierres ont été mises en place par un géant. On pense que les premiers historiens s'appuyaient fortement sur le folklore chaque fois qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et un géant semblerait être l'explication parfaite pour cela. Cette affirmation devient encore plus étrange. Selon certains historiens de l'époque, Merlin aurait ordonné aux géants d'apporter les pierres sur le site, le magicien souvent associé aux légendes arthuriennes. Une autre théorie, et probablement la plus répandue, est qu'il a été construit par des extraterrestres qui ont visité la Terre il y a des milliers d'années. Certains pensent qu'ils ont juste donné aux habitants la technologie pour déplacer les pierres, technologie qui s'est ensuite perdue avec le temps. Une autre théorie populaire chez les complotistes est qu'il aurait été construit par d'anciens druides. Selon cette théorie, le monument servait à adorer leurs idoles, mais les premiers druides n'apparaissent qu'environ 2000 ans après la construction de Stonehenge. La plupart des experts ont donc rejeté cette théorie. Une autre théorie suggère qu'il aurait été utilisé par des musiciens dans l'Antiquité. Des chercheurs ont étudié la composition des pierres et ont découvert que les monolithes de pierre bleue résonnaient comme un tambour lorsqu'ils étaient frappés à certains endroits. Mais cette théorie présente aussi des failles, puisqu'il paraît peu probable que quelqu'un ait transporté ces pierres très lourdes et massives sur des kilomètres simplement pour construire une batterie élaborée et à peine fonctionnelle. Certains pensent que Stonehenge n'a aucune réelle signification et aurait été construit par deux hommes des cavernes désœuvrées. Ils n'avaient que du temps à perdre et ont simplement décidé d'empiler quelques pierres les unes sur les autres. Cependant, les partisans de cette théorie n'ont pas expliqué comment cela aurait pu être fait. Les experts qui ont étudié le site ont suggéré les théories les plus plausibles selon lesquelles Stonehenge aurait été utilisé comme temple, site funéraire et calendrier astronomique. La plupart des chercheurs ont jugé cela plausible, et il est certain que de nombreuses théories sur Stonehenge émergeront encore dans les années à venir, sans doute aussi farfelues qu'on peut s'y attendre. Numéro 8. Où est Sweet Jimmy ? Cette question domine le monde de la boxe depuis 2003, lorsque l'attention du public a été attirée sur le fait que personne n'avait vu Jim Robinson, l'un des premiers adversaires professionnels de Mohamed Ali, depuis plusieurs années. En février 1961, il s'est présenté sur le ring de boxe à Miami, en Floride, un vieux sac militaire rempli d'équipements à la main. Le jeune homme n'aurait jamais dû affronter Ali. Il a remplacé à la dernière minute le boxeur initial. Il ignorait encore que sa défaite en 94 secondes face à celui qui deviendrait triple champion du monde des poids lourds rendrait Robinson célèbre. Il avait été victime des coups tonitruants du jeune boxeur ambitieux, perdant le combat par KO. Ali a alors commencé à gravir les échelons pour devenir le grand boxeur que nous connaissons. Mais qu'en est-il de Jimmy ? Jim Robinson semble avoir disparu de la scène après cela, se retirant dans l'ombre, et il n'a été remarqué que plus de 40 ans plus tard. Le collectionneur d'autographes Stephen Singer découvrit que le boxeur était en réalité un homme disparu. Singer avait rassemblé les signatures des 50 adversaires d'Ali lorsqu'en 2003, il s'est rendu compte qu'il lui en manquait une. Les 35 premiers étaient faciles à obtenir. D'autres ont mis des mois, mais il les a obtenus. Tous sauf un. Après avoir parlé à des journalistes, des reporters, des historiens de la boxe, et même en sollicitant l'aide de l'ancien entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, on a vite découvert que personne ne savait où se trouvait Jim Johnson, ni ce qu'il était devenu. Tout d'un coup, le monde sembla s'effondrer. Où était l'adversaire de Mohamed Ali ? On aurait dit que Sweet Jimmy n'avait jamais existé jusqu'au moment où l'on a constaté son absence. Les passionnés ont étudié l'affaire, fouillé les archives et posé des questions sans réponse. Pendant 6 ans, la collection d'autographes de Singer est devenue l'une des plus grandes chasses à l'homme, visant une personne dont l'absence était ignorée de tous. Cependant, ces 6 années furent vaines. Singer, ni personne qui l'a aidé, n'a fait de progrès dans l'affaire. Il a parlé à d'anciennes connaissances qui n'avaient que des hypothèses à offrir. Ils ont suggéré que peut-être James s'était retrouvé sans abri ou qu'il parcourait le monde en profitant de la vie dans un pays pittoresque. Si l'une de ces théories était vraie, personne n'informerait jamais Jim des recherches et aucun membre de la famille ne viendrait enfin répondre aux questions persistantes. Beaucoup de gens se souviennent avoir vu Jim, mais personne ne semble se rappeler la dernière fois. Aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé à l'adversaire disparu de Mohamed Ali. Numéro 7.
Selon la légende romaine, la ville a été fondée le 21 avril 753 avant Jésus-Christ et son premier roi était Romulus. Cependant, certaines preuves archéologiques ont été découvertes, indiquant que des colons sont arrivés dans cette région au Xe siècle avant JGC et qu'ils ont commencé à poser les bases de ce qui deviendrait finalement la capitale de l'Italie. Mais selon un certain théoricien du complot, la ville n'a jamais existé du tout, ce qui irrite profondément les archéologues du monde entier qui ont étudié l'histoire de la ville en profondeur et qui ont également fait des découvertes historiques remarquables au fil des ans. La publication est d'abord apparue sur le profil d'un TikToker qui affirmait que la ville n'avait jamais existé et que l'Église catholique avait inventé une supercherie au XVIe siècle, convainquant ainsi tout le monde que Rome existait réellement. La théoricienne du complot en question s'appelle Donna Dickens. Sa première publication sur le sujet a été créée en 2021, après quoi elle n'en a pas parlé très souvent. Environ un an plus tard, elle a encore été critiquée par des experts et universitaires pour de nouveaux messages sur ses affirmations. Peu de temps après la mise en ligne de la vidéo, elle a atteint jusqu'à 75 000 vues, puis elle a été partagée par de nombreux abonnés de Donna, ce qui a permis à des milliers d'autres utilisateurs de la voir sur différentes plateformes. Dans sa publication, elle a affirmé qu'aucun artefact culturel important n'avait jamais été découvert à Rome. Aucun document important concernant la ville n'a jamais été découvert. Et aucun véritable monument romain n'a jamais été trouvé. Elle a ajouté que la ville était une homogénéisation fictive de la culture indigène européenne, perpétuée par l'Église catholique. Elle a ajouté que la culture romaine que nous avons apprise à l'école était en réalité empruntée à des civilisations telles que la Grèce, l'Asie, la Turquie et l'Égypte. Quant aux monuments célèbres comme le Colisée et le Parthénon, elle estime que ces structures ne peuvent pas être utilisées comme preuve de l'existence de Rome, puisque les pierres avec lesquelles ils sont construits ne peuvent pas être datées au carbone, et donc les experts ne savent en réalité pas quel âge elles ont. On pourrait dire qu'elle a oublié les nombreux documents romains anciens découverts au fil des ans, mais elle avait aussi une réponse à cela. Donna pense que puisque aucun original de ces documents n'a été retrouvé, ceux qui ont été découverts ont été falsifiés par des moines qui, une fois de plus, en ont reçu l'ordre de l'Église. Il suffit de peu pour discréditer les affirmations peu fondées de Donna. Nous savons que des manuscrits anciens et originaux ont été retrouvés à Rome, la plupart écrits en latin et rédigés par des citoyens éminents de la ville à l'époque. À la révélation de ces affirmations, beaucoup se sont interrogés sur le parcours et les compétences de Donna pour tirer de telles conclusions. Elle était une ex-journaliste de divertissement ayant étudié l'anthropologie et l'histoire, mais avait quitté l'université après sa 3e année. Ces affirmations ont été complètement rejetées par les experts, mais malheureusement, beaucoup de gens croient encore que ces théories sont fondées sur des faits, ce qui n'est certainement pas le cas. Numéro 6. C'était l'époque des records. Les gens accomplissaient de grands exploits en étant les premiers à faire le tour du monde en bateau, à traverser l'Atlantique et à rester coincés dans la glace lors d'expéditions à pied. Frank Lenz voulait aussi inscrire son nom dans les livres des records pour une entreprise inhabituelle, être le premier homme à faire le tour du monde à vélo. Finalement, il devint célèbre pour une autre raison. Frank, originaire de Pennsylvanie, était un cycliste respecté dans la communauté. Certains trouvaient son voyage insensé, d'autres l'ont applaudi à son départ à vélo. Le cycliste a quitté son emploi de comptable et a fixé son départ le 25 mai 1892. Il s'est assis sur le vélo à Pittsburgh, faisant ses derniers préparatifs pour ce voyage de 2 ans, une aventure dont il ne reviendrait jamais. L'itinéraire de Frank l'amènerait à traverser l'Amérique du Nord pendant plusieurs mois avant de prendre la mer vers l'Asie, où le voyage à vélo de 32 000 km continuerait. Depuis le Japon, il s'est rendu en Chine, puis en Birmanie, en Inde et en Perse. À ce moment-là, nous étions en 1894. En quittant la Perse, Frank se préparait pour sa dernière étape en Europe. C'était en mai lorsqu'il atteignit Tabriz, en Iran. Sa prochaine étape se trouvait à 450 km de là. Il devait arriver à Erzurum, en Turquie, mais il n'y est jamais parvenu. Au lieu de cela, Frank est devenu un mystère tenace, ce qui lui a valu le surnom de « cycliste perdu ». On suppose qu'il a disparu mystérieusement dans la région isolée de la rivière turque, mais personne ne le savait alors. Ce n'est qu'à la fin de l'été que la famille et les amis ont commencé à s'inquiéter. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de Frank depuis un moment, et il ne semblait pas revenir. Il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Il connaissait mal son itinéraire et ne pouvait pas se rendre à sa dernière position connue.
Un autre cycliste, William, cependant, suivait son périple dans une certaine mesure. Il a décidé de se rendre à Erzurum pour voir si Frank y était arrivé. William avait appris que l'homme qu'il cherchait avait traversé un village et s'était sans doute retrouvé au cœur d'un conflit grandissant. Malheureusement, il avait choisi le mauvais moment pour traverser l'Iran, car les massacres des Arméniens étaient en cours. L'Empire ottoman était déjà responsable de plusieurs milliers de morts américains. Frank a peut-être été pris entre deux feux, à l'insu de ses amis et de sa famille. Il a également été suggéré que l'homme aurait pu être victime d'un acte criminel délibéré, peut-être en croisant des individus dangereux au cours de son voyage. Malgré ces informations, les experts et les enquêteurs n'ont pas pu déterminer si Frank avait connu une fin tragique ou s'il était simplement perdu. Numéro 5. Edgar Allan Poe est à juste titre considéré comme l'un des plus grands auteurs de tous les temps. Bien que ses contes et poèmes ne soient peut-être pas au goût de tout le monde, compte tenu de leur atmosphère généralement sombre et de leur thème, il est indéniable qu'il était un maître dans son art et que son œuvre continuera de faire parler d'elle pendant de nombreuses décennies à venir. Son œuvre la plus célèbre, Le Corbeau, raconte l'histoire d'un homme qui entend frapper à sa porte d'entrée, ce qui l'effraie car il est tard dans la nuit. Lorsqu'il finit par ouvrir la porte, il se retrouve face à face avec un corbeau, qui commence alors à le tourmenter avec un seul mot : jamais plus. Il est également considéré comme le précurseur du genre policier, puisque son récit, Les meurtres de la rue Morgue, raconte un crime commis dans une pièce verrouillée, laissant la police et toutes les personnes impliquées perplexes jusqu'à ce que le détective amateur C. Auguste Dupin parvienne à résoudre l'affaire. Mais Poe n'a pas eu une vie facile. Son père a tout simplement abandonné sa famille en 1810, l'année suivant sa naissance, et sa mère a ensuite contracté la tuberculose, qu'il a emportée 1 an plus tard. Lui et sa famille adoptive ont déménagé de Boston, Massachusetts, à Londres, Angleterre, en 1815. Mais ils sont revenus aux États-Unis en 1820. Il a servi dans l'armée et après le décès de son frère, il a commencé sa carrière d'écrivain. Mais cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Son œuvre était trop sombre pour la plupart des gens et il lui a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir gagner correctement sa vie. Sa femme, Virginia Eliza Clem Poe, est décédée en 1847 après avoir également contracté la tuberculose et il est tombé dans une profonde dépression dont il ne s'est jamais vraiment remis. Il a finalement été reconnu pour son œuvre et serait le premier auteur américain à vivre uniquement de l'écriture. Bien qu'il ait finalement connu le succès dans la profession qu'il avait choisie, on pense qu'il n'a jamais vraiment été heureux après la mort de sa femme. Et sa propre mort reste entourée de mystères, certains théoriciens du complot pensant qu'elle est plus sinistre qu'on ne veut bien nous le faire croire. Le jour en question était le 3 octobre 1849. Poe a été retrouvé dans un état semi-conscient à Baltimore et selon les témoins, il était dans une grande détresse et avait besoin d'aide. Il portait les vêtements de quelqu'un d'autre et répétait sans cesse le nom de Reynolds. Cette personne reste inconnue et on ignore encore à qui il faisait référence ou son lien avec l'état critique de Poe. Il a ensuite été transporté au Washington Medical College, où il a reçu des soins, mais il a fini par décéder. Il n'a jamais été cohérent assez longtemps pour expliquer ce qui lui était arrivé, ni pourquoi il avait disparu plusieurs jours avant de réapparaître dans un état déplorable. C'est là que les théories du complot interviennent. Elles ont souligné que Poe a été retrouvé dans la rue devant un bureau de vote lors d'une élection. Ils pensent bien que sa mort a été planifiée et qu'il a été victime d'un couping, c'est-à-dire lorsqu'un membre du public sans méfiance est enlevé dans la rue et forcé de voter à plusieurs reprises, mais seulement après avoir été obligé d'ingérer une substance qui le rendait vulnérable à la suggestion. Cela n'a bien sûr jamais été prouvé, mais certains théoriciens pensent que cela explique pourquoi Poe a été retrouvé dans un état aussi déplorable et pourquoi il n'a jamais reçu les soins médicaux appropriés qui auraient pu lui sauver la vie ce jour-là. Numéro 4. Tout le monde n'a pas eu la chance de Myrtle, qui a trouvé un grand amour dans sa communauté. Ce n'était certainement pas le cas de Susan Hope. Dans les années 1970, la mère de 3 enfants a entamé un divorce difficile et éprouvant avec son mari, Raymond. Elle a découvert l'un de ses sombres secrets impliquant leur babysitter. Pour aggraver sa malchance, Susan, qui préférait le prénom Sue, a failli mourir dans un accident de voiture après avoir quitté la route. Pour empirer les choses, la maison de Sue allait aussi mystérieusement brûler. En 1979, elle était déjà épuisée par tous les malheurs que la vie lui avait infligés. Mais sa malchance ne s'arrêtait pas là.
Espérant améliorer sa situation, Sue emménagea avec son nouveau petit ami, ayant trouvé un bel appartement. Mais ce petit ami était dans l'armée et était souvent affecté ailleurs. Ils s'écrivaient chaque jour, mais ce n'était pas assez. En février de cette année, elle apprit aussi que des chèques avaient été falsifiés sur son compte. Apparemment, elle affirmait savoir qui en était responsable, mais elle n'a jamais précisé de qui il s'agissait. Sue déclara vouloir les confronter, mais nous ignorons si cela s'est produit, car elle disparut mystérieusement peu après. Le 12 février, les enfants sont rentrés à la maison et ont trouvé un mot laissé par leur mère. Il leur indiquait que si elle n'était pas là à leur arrivée, ils devaient aller chez un voisin. Les enfants ont finalement choisi de rester et de surveiller la porte. De façon bouleversante, leur mère ne franchirait plus jamais cette porte, mais Raymond, lui, le ferait. Ce soir-là, il est allé à la maison pour soi-disant verser la pension alimentaire qu'il devait, mais a trouvé les enfants seuls et leur a dit qu'ils avaient été abandonnés par la personne qui les aimait le plus. Après l'annonce de la disparition de Sue, de nombreux détails ont vite émergé. Les enquêteurs ont découvert que la femme était partie sans vêtements de rechange, ce qui était étrange pour quelqu'un soupçonné d'avoir abandonné ses enfants. Plus tard, une voisine apporta un détail crucial. Elle aurait vu Sue monter dans un véhicule bleu, décrit comme un pick-up avec un hardtop ou une fourgonnette. Il était 8h30 ce matin-là lorsque la femme serait montée dans la voiture avec un conducteur inconnu, marquant la toute dernière fois que quelqu'un la verrait vivante. La mère de 29 ans avait disparu de Bentry, en Virginie-Occidentale, et il n'y avait aucun indice permettant de savoir ce qui lui était arrivé. Les années allaient au passé avant que le nom de Sue ne réapparaisse dans les médias, mais cela n'apporta aucun soulagement. On a affirmé que des restes humains avaient été retrouvés au pied d'une falaise à Kanawha Falls en 2016. Au début, les enquêteurs retrouvent espoir, pensant enfin tenir une piste dans cette affaire vieille de plusieurs décennies. Mais après analyse médico-légale, il a été découvert que les restes appartenaient à 6 personnes différentes et aucune d'elles n'était Sue. Cela fait maintenant 46 ans que Sue Rupp a disparu dans des circonstances inhabituelles et inquiétantes. Aucun progrès n'a été réalisé dans son affaire et elle reste non résolue. Numéro 3. Nous avons tous entendu des théories du complot paranormal, par exemple que certaines célébrités seraient des démons ou que des fantômes pourraient suivre quelqu'un partout et hanter cette personne toute sa vie, ou que certains endroits du monde sont des portails capables de transporter quelqu'un dans une autre réalité. Il y a aussi la théorie selon laquelle le Necronomicon, un livre fictif créé par l'auteur H.P. Lovecraft, existerait réellement et que Lovecraft essayait en fait de partager des secrets sur l'occulte avec nous tous sans que cela soit trop évident. Lovecraft, qui a vécu entre 1890 et 1937, est devenu célèbre pour ses étranges nouvelles, poèmes, romans et essais, dont la plupart contenaient des éléments surnaturels et des créatures d'un autre monde. Comme Cthulhu, qui apparaît dans son récit L'Appel de Cthulhu, qui est aussi le titre d'une chanson du groupe de heavy metal Metallica. La créature est apparue pour la première fois en 1928 et est décrite comme ayant une tête semblable à celle d'une pieuvre, un visage couvert de tentacules, un corps écailleux ressemblant à du caoutchouc et de longues ailes étroites sur le dos. Elle fait des centaines de pieds de haut avec des bras et jambes humains. Pendant des siècles, Cthulhu est resté endormi dans la cité engloutie d'Hurlier, dans l'océan Pacifique. Lorsque les étoiles sont alignées d'une certaine manière, la créature se réveille et le chaos s'ensuit. La Terre entière est plongée dans le cataclysme et l'humanité est presque entièrement détruite. Le Necronomicon fait partie du mythe de Cthulhu et Lovecraft a expliqué qu'il a eu l'idée du livre et de son nom pendant un rêve. Souvent appelé le Livre des Morts, il fut mentionné pour la première fois par Lovecraft dans la nouvelle Le Molosse. En écrivant sur l'histoire du livre, Lovecraft a déclaré qu'il s'appelait à l'origine Al-Azif, un mot arabe qui fait référence au bruit nocturne produit par certains insectes, que beaucoup de gens décrivent comme ressemblant au hurlement des démons. L'auteur du livre est un arabe à moitié fou nommé Abdul al-Hazred, qui vénérait 2 des créations de Lovecraft, Yog-Sothoth et Cthulhu. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses en l'an 738, après avoir été attaqué par une créature gigantesque. Après sa mort, le livre a été étudié par des philosophes, et en 950, il a été traduit en grec. C'est à ce moment-là qu'il a changé de nom pour devenir le Necronomicon. On sait peu de l'apparence du livre, mais Lovecraft précise qu'il est en cuir et maintenu fermé par plusieurs fermoirs métalliques.
À l'intérieur du livre, le lecteur trouvera un recueil de connaissances interdites, comprenant des sorts, des rituels et des informations sur des entités anciennes et oubliées comme Cthulhu. Mais pas n'importe qui peut l'ouvrir et le lire. On dit que quiconque lit ce texte découvrira la terrible vérité sur la réalité, et qu'il deviendra fou après avoir acquis ce savoir. De plus, quiconque parvient à lire ce livre pourra invoquer des créatures terrifiantes et gigantesques, capables de semer la destruction à travers le monde. Il peut être utilisé pour ouvrir des portails vers d'autres mondes, réaliser des rituels magiques sombres et interdits, et révéler la vérité sur la réalité. À savoir que tout ce que nous connaissons et voyons n'est pas seulement créé, mais aussi contrôlé par des entités anciennes qui existent encore aujourd'hui. Le Necronomicon est bien sûr un livre fictif que Lovecraft a inventé. Mais beaucoup de gens croient qu'un tel texte existe réellement, et que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne décide de l'utiliser, plongeant ainsi le monde dans le chaos. Numéro 2. Myrtle Polk a été un pilier de la communauté de Dallas. Pendant plus de 40 ans, elle a enseigné dans les écoles ISD, et depuis un peu plus de 30 ans, elle était reconnue comme un membre dévoué de l'église locale. Myrtle était mariée au même homme depuis 58 ans, un engagement qui a eu lieu lorsqu'elle avait 30 ans. Malheureusement, son mari est décédé en 2010, laissant sa femme aimante presque seule. Bien qu'elle vivait seule, Myrtle trouvait de la compagnie auprès de la communauté dont elle s'était occupée ces dernières années. C'était maintenant à leur tour de prendre soin d'elle. À 88 ans, Myrtle a commencé à montrer des signes de démence au début de 2024, même si elle restait pleinement fonctionnelle, mais elle recevait beaucoup d'aide. Sa famille n'a rien remarqué de particulièrement inhabituel cette année-là, mais cela n'allait pas tarder à le devenir. C'était le 8 juin de cette année-là lorsque Myrtle s'est assise sur son porche en regardant le jardin devant chez elle dans le pâté de maison Milcent d'Indian Creek Trail, à Dallas, au Texas. Elle avait fait faire quelques travaux dans le jardin ce jour-là et semblait admirer le nouveau look, tandis que sa fille admirait son bonheur à distance, une scène qui allait bientôt s'assombrir. Vers 21h, la femme avait discuté avec une amie au téléphone. Elle a dit qu'elle préparait des vêtements pour l'église le lendemain où elle n'irait jamais. Cette admiration distante et ce coup de fil amical furent la dernière fois que quelqu'un verrait Myrtle ou aurait de ses nouvelles. Elle a disparu à un moment donné entre 21h, ce soir-là, et le lendemain matin. Assis sur les bancs de l'enthousiaste église baptiste Singing Hills, se trouvait son fils, qui s'est immédiatement inquiété de l'absence de sa mère. Après avoir mené une enquête plus approfondie, il a découvert qu'elle n'était pas non plus à la maison et l'a signalé disparue immédiatement. Le 10 juin, une alerte pour personne âgée disparue a été lancée pour la femme désormais disparue, et les forces de l'ordre se sont précipitées pour enquêter. Les premières recherches ont révélé que la Lexus ES 330 noire de 2004 de Myrtle était également manquante. Son absence a laissé penser que Myrtle était partie en voiture de chez elle ce jour-là, pour aller à l'église, mais qu'elle avait eu un problème ou s'était perdue. Malgré des recherches et enquêtes approfondies, les autorités n'ont fait aucun progrès cette année-là. Il n'y avait aucun indice, aucun signalement et aucune information ne parvenait. Myrtle avait disparu. Un laps de temps considérable s'écoulerait avant qu'une nouvelle avancée ne soit enfin réalisée. À ce stade, beaucoup avaient déjà oublié la femme disparue, sauf sa famille et ses amis, dont l'angoisse face à cette absence inattendue persistait. C'est le 4 novembre 2025 que la voiture de Myrtle serait enfin retrouvée, mais sa position n'était pas encourageante. Elle avait été submergée dans le ruisseau 5 Mile, près de Wagon Wheel Trail et de South Lancaster Road. Elle était à plus de 91 mètres de la route la plus proche. Croyant que Myrtle était à l'intérieur, le retrait du véhicule du ruisseau a vite débuté. Ainsi, le mystère ne ferait que grandir. Myrtle n'était pas dans le véhicule récupéré ni aux alentours, aucune trace d'elle n'a été trouvée. On aurait dit que Myrtle était sortie du véhicule avant qu'il ne tombe à l'eau. Par la suite, d'autres recherches ont commencé, y compris avec l'aide de bénévoles et d'unités canines. Aucun indice supplémentaire ne serait trouvé, faisant de la disparition de Myrtle un mystère des plus étranges. Numéro 1. Parmi certaines des théories du complot les plus farfelues, on trouve des suggestions selon lesquelles la Lune n'existe pas vraiment, que l'Australie n'est pas un vrai endroit et que toutes les pierres trouvées sur Terre sont molles jusqu'à ce qu'on les touche. La plupart des gens prennent ce genre de théorie avec des pincettes, mais l'une d'entre elles a gagné en popularité ces derniers mois grâce à des publications sur les réseaux sociaux affirmant que la gravité de la Terre disparaîtra pendant un court instant en 2026. La rumeur a commencé à circuler sur Internet au début de 2026,
lorsqu'une personne a commencé à suggérer que notre gravité cesserait de fonctionner pendant environ 7 secondes le 12 août, et que cet événement aurait des conséquences désastreuses pour nous tous. Selon ces publications, un document secret de la NASA intitulé Project Anchor aurait été divulgué aux médias en novembre 2024. Il contenait la preuve que l'agence était au courant de cet événement et qu'elle se préparait pour cette date précise. Un utilisateur d'Instagram a publié une vidéo montrant un homme assis dans une voiture. Elle contenait également le texte « Le 12 août 2026, le monde entier sera privé de gravité pendant 7 secondes. La NASA le sait. Il se prépare sans nous dire pourquoi. » Le texte affirmait aussi que la gravité disparaîtra en fait pendant exactement 7,3 secondes et que la catastrophe qui en résultera causera la mort de 40 à 60 millions de personnes. Ils affirment que tout objet qui n'est pas fixé au sol commencera à flotter vers le haut et qu'après 7 secondes, tout retombera brutalement sur Terre. Ils estiment que de nombreuses personnes s'envoleront puis succomberont à des chutes ou à de lourds objets tombant sur elles. Ils ont également affirmé que la plupart des objets s'élèveront à environ 20 mètres dans les airs et que cela provoquera une panique généralisée dans le monde entier. Un autre utilisateur affirme que le projet Anchor dispose d'un budget d'environ 89 milliards de dollars et que la NASA y travaille depuis plusieurs années. À cela s'ajoute la suggestion que l'agence voulait réaliser une expérience pour voir si nous pourrions survivre sur Terre sans gravité pendant 7 secondes. Certains ont affirmé que le résultat de cette anomalie gravitationnelle sera au moins 10 ans de reconstruction après un effondrement économique. Et nous devrons reconstruire nos communautés, car presque toutes les infrastructures terrestres seront gravement endommagées ou détruites. On sait qu'une éclipse solaire sera observée le 12 août 2026, mais on ignore si les théoriciens du complot prendront cela comme un signe que quelque chose de bien plus sinistre se produira à cette même date. Depuis, plusieurs experts se sont exprimés et ont assuré au public que la gravité restera aussi normale que d'habitude à cette date, et que personne n'a besoin de prendre de dispositions particulières, puisque cette théorie est complètement inventée et fausse. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.